Après avoir parlé de la nouvelle vague dans sa globalité en première partie, on va commencer l'analyse de film, bien évidemment par le début, donc par les 5 premières minutes du film, la séquence de la cartomancienne, que j'appellerai prélude. Pourquoi j'appelle ça un prélude? Selon la première définition du terme, c'est une pièce musicale sans forme imposée précédant une œuvre instrumentale. Sauf que là, c'est pas une œuvre instrumentale, c'est une œuvre cinématographique. Mais c'est bien un prélude parce que c'est une scène, une séquence qui se situe en fait avant le début de l'histoire. C'est avant le chapitre 1. On a un générique qui se poursuit sur les premières images du film. Le temps du générique à proprement parler n'existe pas. Ça rend complètement obsolète les frontières entre espace fictionnel et non fictionnel. Le début du film est une plongée dans le film. Voilà. Et c'est une séquence qui concentre vraiment beaucoup du sens du film. On y est plongé, en plus avec un axe en plongée de la caméra qui dit énormément de choses au niveau esthétique. Tout d'abord, il y a la question de la couleur et du noir et blanc. Dans cette scène, c'est la seule scène en couleur du film. C'est une scène qui commence en couleur, les cartes sont en couleur, et à partir du mot maladie, l'état intérieur de Cléo crée un bouleversement dans l'esthétique même du film, un bouleversement filmique qui fait passer les choses en noir et blanc. Et ensuite, on a un noir et blanc sur les personnages et les cartes qui continuent d'être en couleur. Donc évidemment, tout ça a beaucoup de sens. Le noir et blanc est un noir et blanc intemporel. C'est le noir et blanc qui est très présent dans la nouvelle vague, dans beaucoup de films de la nouvelle vague. C'est, on va dire, le noir et blanc artistique, qui fait passer l'histoire dans une histoire universelle et intemporelle. La couleur, c'est une couleur d'un présent narratif. On a des cartes de tarot qui continuent d'être en couleur après, c'est-à-dire qui continuent à être des éléments narratifs très importants. C'est aussi à quel point cette vie se déroule dans un espace géométrique très bidimensionnel, face à la complexité, au bouleversement, à tous les états intérieurs par lesquels va passer Cléo. Là, on a quelque chose de très abrupt, rendu par justement ce plan en plongée, la géométrie de la table, la géométrie des cartes, tout cet espace géométrique dans ce face-à-face très symétrique entre les deux personnages, c'est-à-dire qu'on a vraiment une verticalité, un livre ouvert, un destin qui s'étale comme ça de manière triviale sur cette table et qui ne rend pas la profondeur de Cléo, la profondeur intérieure des sentiments de Cléo. En fait, Cléo a peur de cette sentence et elle va consulter la cartomancienne comme dans la Grèce antique, on allait consulter un oracle avant de faire un voyage. Ensuite, on a un élément important aussi qui est déjà présent dans cette scène. C'est un thème, presque une charte esthétique de la transparence et de la circulation. Une charte esthétique qui va se mettre véritablement en place dans toute la première partie du film, parce qu'on va le voir, le film est en fait divisé en deux parties presque égales, en miroir, assez symétriques, d'un temps égal. Donc une première partie, en gros, où Cléo est regardée, est au centre des regards, y compris du sien, et une deuxième partie où c'est elle qui regarde, c'est elle le percevant, elle découvre le monde. Et donc dans la première partie, on a vraiment, par plusieurs procédés de cadrage, etc., une esthétique de la circulation, de la simultanéité des mondes, le monde de l'extérieur, le monde de l'intérieur, dans un même plan. Lorsque je dis transparence, il y a aussi une forme de transparence au niveau d'une charte presque éthique. C'est-à-dire que là, par exemple, toute la séquence du tirage de cartes de tarot est faite en temps réel. Il y a comme ça une découverte en même temps du personnage et de nos spectateurs, des cartes qui sortent et de cette vie qui se déroule sur la table. Ça fait partie du thème de la transparence, de même que le jour du tournage est le même que le jour de l'espace fictionnel. Ça tient de la même forme de transparence, la transparence entre diégèse et non-diégèse, qui est déjà présente dans cette scène. Ensuite, on a aussi un élément qui va être significatif pour la totalité du film, c'est l'importance du son. Déjà, le temps, qui est quand même un élément très présent, omniprésent dans le film d'Agnès Varda, même dans le titre, Cléo de 5 à 7,
C'est une déambulation de Cléo dans Paris de 5h à 7h. Une déambulation intérieure également, on va le voir. C'est très chapitré, donc le temps est très important. Aussi bien le temps de la saison, le temps chronométré presque au métronome qui débute dès le prélude, justement, très rythmé, une sorte de décompte, plus exactement, entre le temps de la sentence, la cartomancienne, et le temps de la vraie réponse du médecin à la fin. Il y a un décompte avec un enjeu très fort qui est la peur de la maladie et la peur de la mort pour cette jeune femme. Donc il y a ce temps-là. Et justement, dans le prélude, le tic-tac du réveil, presque, comme je le disais, un métronome, est d'abord présent par le son. Et donc, paradoxalement, on a à la fois dans cette scène de prélude le tic-tac du réveil, ce métronome, ce décompte qui démarre là, avant le premier chapitre, et à la fois une forme d'intemporel artistique rendu par le noir et blanc, qui va quelque part ancrer l'histoire dans autre chose qu'une question de jour et de temps présent. Ça va ancrer l'histoire dans l'histoire du cinéma. C'est une scène, une séquence qui se déroule en 4 parties, 4 mouvements, si on reprend le vocabulaire musical, en 4 mouvements, chacun très ritualisé. Le premier de ces mouvements correspond au tirage, le premier tirage de 9 cartes. Et là, je vais vraiment entrer dans le détail du découpage filmique. Donc, premier mouvement, tirage de 9 cartes, et on a tous les jeux de main. Les gestes sont très précis, comme je le disais, très ritualisés. Le premier plan très resserré, les mains de la cartomancienne mélangent les cartes. On voit un bout de table recouverte de ce qui semble être une vieille tapisserie. Ensuite, le champ s'élargit sur l'étalement des cartes. Donc, un premier étalement de la vie de Cléo qui n'a pas encore été découverte. Donc la main de Cléo, puisque les personnages ne sont au début que des mains, que leurs mains. Ça m'a fait penser d'ailleurs à un passage dans 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, où la première fois qu'elle voit cet homme, en fait, elle est autour d'une table de jeu aussi, où elle ne voit que ses mains. Ce qui compte, c'est ce qui se passe entre la main et les cartes. Donc la main de Cléo choisit 9 cartes. On remarque aussi sa bague. J'y fais référence parce que ça va revenir un peu plus tard aussi, à la fin du film, avec Antoine. Et pour la petite anecdote, c'est une bague avec une perle et un crapaud. Donc Antoine, à la fin du film, dira « Vous êtes la perle, je suis le crapaud ». Et c'est une bague qui appartient aujourd'hui à la fille d'Agnès Varda, Rosalie Demy, la fille d'Agnès Varda et de Jacques Demy. Donc on remarque cette bague dès les premiers instants, puisqu'on remarque sa main. Ensuite, on a le placement des cartes selon un ordre précis. Donc 3 en haut pour le passé, 3 au milieu pour le présent et 3 à la fin pour l'avenir. Et on a un premier plan. Et le premier gros plan sur une des cartes. Et ce premier gros plan n'est pas anodin, bien évidemment, puisqu'Agnès Varda, on l'a vu, est une photographe et que le cadrage est véritablement primordial et plein de sens. Là, le premier gros plan du film, c'est sur la figure de l'impératrice. Pourquoi c'est important ? Parce que la figure de l'impératrice est associée symboliquement à Cléo, en tout cas à Cléo dans cette première partie, puisqu'elle va évoluer, bien sûr. Et de la même manière qu'elle va évoluer le temps de son parcours initiatique, de cette déambulation tout au long du film, elle évoluera également en accéléré sur la table de tarot. Donc, premier tirage, premier stade de Cléo. Donc, une ressemblance symbolique avec la figure de l'impératrice. On le voit donc, puisqu'on entre véritablement à l'intérieur de la carte, dans le décor de cette impératrice, très coquette, très richement vêtue, et au centre d'un décor intérieur soigné, avec une moquette, une petite table, un fauteuil, un bougeoir, un tableau central, un rideau baldaquin sur la droite, et qui fait penser, on le verra, à l'intérieur de l'appartement de Cléo, qui ne ressemble pas vraiment, mais encore une fois c'est symbolique, c'est un appartement coquet et très sécurisé, très rangé, très ritualisé. Donc la métaphore de Cléo en impératrice apparaît dans un premier gros plan.
Ensuite, on a une analyse rapide des trois cartes du passé et du présent qui nous donne quand même des indications sur la vie de Cléo, puisque tout ce qui va se dire dans cette séquence est une parole d'oracle, encore une fois. Donc ce sont des informations vraies sur Cléo, sur sa vie, son passé et son présent. On a la figure de l'amoureux, la figure de la veuve qui accompagne Cléo, donc Angèle. Tirage d'une nouvelle carte pour la figure de l'amoureux, un être très bon et très présent pour vous. Encore une fois, on est dans le premier tirage qui correspond donc à la première partie du film et au premier stade de Cléo, de l'évolution de Cléo. Donc l'amoureux, c'est José qui va lui rendre visite dans son appartement dans la première partie du film. Il ne s'agit pas encore d'Antoine qu'elle rencontrera après toutes ces déambulations et après avoir évolué intérieurement. Analyse des trois cartes de l'avenir. Donc on a déjà l'échec de la vie amoureuse avec ce fameux José et un voyage. On a un plan resserré sur les deux dernières cartes. Et les deux dernières cartes, ce sont les trois parcs et l'impératrice. Donc c'est l'association de ces deux cartes, évidemment riches de sens, encore une fois. Pourquoi ? Parce que les trois parcs tissent le lien de la destinée et dans la mythologie, elles sont souvent associées à une figure de la mort. Donc le rapprochement des trois parcs avec l'impératrice qui symbolise Cléo fait directement sens. Donc on voit à quel point elle va se retrouver face à une destinée très dure, très marquée et implacable. D'ailleurs, la cartomancienne dit à ce moment-là: le jeu est difficile, je ne vois pas très bien, il faudrait en faire un autre. Donc il y a un chamboulement des cartes du premier tirage par les mains de la liseuse de cartes. Le positionnement de Cléo n'est donc pas très bien défini, puisqu'on l'a vu, elle apparaît à la fin. Elle apparaît à la fin parce que la figure de l'impératrice est la dernière carte à être sortie. Donc on voit à quel point Cléo, à ce moment-là, n'est pas au centre de sa vie. Il y a plusieurs personnages qui l'accompagnent, qui sortent avant elle. Finalement, elle ne choisit pas grand-chose à ce stade-là et elle n'est pas au centre de son destin. Mais elle va être mise au centre de son destin, évidemment, par ce qui va se produire par la suite. La seconde partie, c'est le jeu en 4 cartes et aussi l'apparition des visages en gros plan. Donc c'est une partie, un second mouvement de cette séquence, très important. Plus l'interprétation est précise, plus les cartes apparaissent en gros plan. Et là, carrément, dans cette partie, on a des inserts carrément à l'intérieur d'une carte. Donc, même rituel de départ, le choix des cartes par la main de Cléo. Et la première carte, c'est le pendu, donc vu en insert. Le pendu qui symbolise un changement. Donc, premier tirage égale première partie de la vie de Cléo, premier stade d'évolution de Cléo, où elle est l'impératrice, coquette, très sécurisée, très ritualisée, avec un amoureux qui est José, etc. Donc le pendu, ça annonce déjà un changement. Il est vu en insert, donc on voyage à l'intérieur de la carte, véritablement. Voilà. Et à exactement 2 minutes 55 du début du film, on a le premier et très important bouleversement esthétique qui correspond au bouleversement intérieur de Cléo, en fait. Au moment où la cartomancienne, qu'on voit déjà en gros plan, en noir et blanc, parce qu'on passe directement donc de la couleur au noir et blanc, au moment où la cartomancienne dit le mot « malade », vous êtes malade, on a un très gros plan sur le visage de Cléo qui dit « oui », et donc qui correspond en noir et blanc, encore une fois, à un bouleversement esthétique majeur, puisqu'on a à la fois la couleur et le noir et blanc dans une même scène. La présence de la souffrance et de la maladie dans les cartes provoque cette rupture esthétique. Une rupture déjà, premièrement, dans le déroulement du rituel, puisqu'on quitte la table, on quitte les mains, et le visage des personnages se voit pour la première fois, dans la couleur, donc comme je l'ai dit, en noir et blanc, et une rupture d'échelle de plan, puisqu'on a directement des visages en très gros plan, en champ contre champ, face à face, c'est vraiment très fort. Alors c'est là qu'on peut parler davantage d'expressionnisme au sens premier du terme, c'est-à-dire à un moment donné qu'un état intérieur bouleverse esthétiquement
et filmiquement l'image. Donc c'est l'état intérieur qui fait l'esthétique du film. Donc on n'est pas du tout dans une forme réaliste là, hein, chez Agnès Varda, et comme je le disais, dans beaucoup de films de la Nouvelle Vague. On a une adresse directe à la caméra, puisque les visages sont filmés de face, en gros plan. Donc quelque part, il nous parle à nous aussi, spectateurs. Vous êtes malade. La cartomancienne s'adresse à Cléo et s'adresse aussi à nous. Donc on est interpellé. Et la scène se déroule alors en chant contre chant, la cartomancienne face à Cléo, avec l'insertion des figures de tarot. Alors il y a une opposition entre les couleurs vives des cartes de tarot et le noir et blanc des visages. Les visages sont donc dans un autre temps. On a 2 temps simultanés dans cette séquence. Un temps artistique intemporel, des visages en noir et blanc, qui racontent pas seulement cette histoire-là, mais une histoire universelle, et à la fois une vie qui se raconte par la parole d'un oracle, qui se raconte par des cartes plates de manière encore une fois bidimensionnelle. Donc on a vraiment une opposition esthétique et une opposition de figures. Et donc les cartes de tarot restent des figures de la narration. Ensuite, on a un gros plan sur une carte qui s'appelle Vénus Astarté. Elle est nommée par la cartomancienne. Et Vénus Astarté, c'est l'équivalent phénicien d'Aphrodite en Grèce ou de Vénus à Rome. Donc, c'est la déesse de la beauté, de l'amour et de la beauté. Donc, dans le premier tirage, Cléo était représentée par l'impératrice. Et on voit que dans le deuxième tirage, elle a déjà changé de statut. Elle est devenue Vénus Astarté, c'est-à-dire que le destin a déjà agi sur sa position, sur l'enjeu de son existence. Ensuite, on a l'apparition du jeune homme, donc Antoine. Donc on a eu l'amoureux et la rupture avec l'amoureux dès le premier tirage, et l'apparition de ce jeune homme qui va être significatif dans la vie de Cléo. La Maison Dieu, qui est encore une fois un bouleversement, le retour de la maladie dans les cartes, en tout cas de l'inquiétude due à la maladie, et un changement de plan. Pour la première fois, les 2 personnages se trouvent réunis dans le même plan. Alors c'est un plan très important et très significatif. C'est la figure de la symétrie qui compte dans ce plan, et au cinéma, la figure de la symétrie, c'est toujours une figure de l'enfermement, un manque d'échappatoire. On n'est plus dans le côté plongé, mais c'est toujours aussi implacable dans cette séquence, hein. Donc on a les 2 femmes de part et d'autre de la table de jeu. En son centre, une lampe, et juste au-dessus de cette lampe, un dessin, un cadre qui représente également 2 personnages, donc une dualité, encore une fois, qui reprend presque le thème visuel des cartes de tarot. Donc on a ces 2 personnages encadrés par la symétrie, et quelque part, symboliquement, ces 2 personnages encadrés par un cadre au-dessus d'elle encore. La dernière carte tirée est la carte de la mort. Donc c'est hautement symbolique encore une fois. Cléo prend peur à la vue de cette carte, mais la cartomancienne explique bien que la carte de la mort n'est pas forcément la mort, mais symboliquement un changement, une révolution intérieure. Et cette carte est vraiment découpée plan par plan, en insert, et découverte par bribes. On a d'abord la tête, les mains et les pieds de la figure de cette carte. C'est une exploration à l'intérieur de la carte comme dans un paysage. Donc la cartomancienne évoque une transformation profonde de tout votre être. Donc c'est ce qui va se produire, hein. C'est la dernière carte de ce tirage. Elle est annonciatrice donc de la métamorphose qui va se produire tout au long du film. Donc deuxième chamboulement des cartes, puisque le jeu est terminé, cette fois-ci par la main de Cléo, par Cléo elle-même. Filmé complètement différemment du premier chamboulement, c'est-à-dire qui était vu de haut en plongée. Là, ce chamboulement est vu dans la perspective. Un changement de positionnement déjà s'est opéré. Cléo présente sa main à la cartomancienne presque en désespoir de cause. Et là, on a une forme de gravité qui est retrouvée, une forme de solennité, parce que l'interprète des cartes se tait dans un silence qui est en fait très parlant, très révélateur, et plein de non-dits, par un aller-retour de regard entre la main et le visage de Cléo. On voit très bien qu'elle voit quelque chose de grave. Ce sera révélé par la suite. Donc,
Suite à cette révélation non faite, c'est la cartomancienne qui rompt complètement le protocole, c'est-à-dire qu'elle se lève. En se levant, elle met fin au face-à-face des deux personnages. Donc, fin de l'entrevue et changement de perspective. On découvre aussi une autre partie de la pièce, puisque Cléo est de dos à ce moment-là. On découvre le décor de la pièce derrière la cartomancienne, et on a déjà une première ouverture vers l'extérieur. On a vu dans la première partie, je l'ai dit, l'extérieur est omniprésent et rendu omniprésent par les baies vitrées, la rue est toujours présente. Là, on a une ouverture vers le monde du dehors, visible par les fenêtres, les rideaux sont tirés. Donc on a une idée déjà de circulation, même si on ne décèle pas ce qui se passe à l'extérieur. On a déjà, par ces fenêtres, une ouverture vers un autre monde. Le contre-champ, c'est Cléo, encore assise, qui pleure face à la non-réponse de son interlocutrice. Et on découvre encore l'autre partie du décor jamais vu, qui se situe derrière Cléo cette fois-ci. Les signes du temps apparaissent. On avait eu le tic-tac, je l'ai dit, l'importance du son, le tic-tac du réveil dès le début par le son. Cette fois-ci, on a ce fameux réveil et une horloge dans le décor qui se situe derrière Cléo. On a également un chat. C'est à noter puisque Agnès Varda en fait adorait les chats, et il y a encore des chatons dans l'appartement de Cléo, les chatons qui sont à ce moment-là un thème de tout ce qui est mignon, coquet, sécurisant, etc. Et ce deuxième mouvement est le jeu de la rupture et de la transformation. On a une rupture donc de la couleur, une rupture de plan, une rupture d'échelle et un changement de position de la caméra avec l'apparition de la figure de la symétrie. Cette scène représente vraiment le parcours accéléré de Cléo. En 2 heures de film, cette évolution est là traduite en un jeu de cartes, en un tirage de cartes. Le troisième mouvement, on a l'apparition d'une figure centrale dans Cléo de 5 à 7 et essentiellement dans la première partie du film, c'est la figure du miroir. Donc on a vu le thème de la symétrie apparaît dès le deuxième mouvement par ce face-à-face là des deux personnages, et elle apparaît différemment encore dans ce troisième mouvement par la figure du miroir. Un plan très intéressant et très significatif. La liseuse de cartes vient se placer debout derrière le siège de Cléo, où Cléo est encore assise, la tête dans les mains, vraiment dans une position de faiblesse, de détresse. La cartomancienne est reflétée dans le miroir, qui est positionné sur un rebord, sûrement une cheminée, si bien que Cléo, la tête dans les mains, semble encadrée, encerclée par la vieille femme et par le reflet de la vieille femme. C'est-à-dire que Cléo se situe au centre d'un enjeu très solennel, très grave et très écrasant. Le reflet crée un double de la cartomancienne et par conséquent une double parole de mauvais présage, comme un écho du mauvais présage. Tel qu'il est construit, ce plan nous donne à voir vraiment l'impression intérieure et subjective de Cléo. Et ça va être le cas tout au long du film, on va le voir. Mouvement global, donc là on a un plan linéaire, si vous voulez, qui resserre en une même prise plusieurs actions. Donc on a un même plan, on a l'oracle qui quitte le miroir et qui revient vers Cléo, celle-ci qui se lève à son tour et se regarde dans le miroir pour la première fois du film, et certainement pas la seule, on va le voir. Cléo se regarde dès qu'elle peut dans un miroir, dans un reflet, dans une baie vitrée, n'importe où, dans toute la première partie du film. Rappel d'un plan symétrique avec la table, la lampe et le cadre, mais sans les deux personnages attablés face à face, on a comme un vestige de ce qui s'est produit entre les deux personnages. Les cartes sont chamboulées, sont restées là éparpillées sur la table. C'est comme un vestige d'une bataille presque. La vieille dame retourne vers le miroir pour s'adresser au reflet de Cléo. Donc elle arrive derrière elle, Cléo qui lui tourne le dos, et là, la cartomancienne s'adresse à son reflet pour lui dire « Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure ». Ce sont des paroles très fortes. Le quatrième mouvement, enfin, de ce prélude, c'est un rappel des rituels des mains, un retour sur les mains, en gros plan. Donc on a une mise en place d'un nouveau rituel, cette fois-ci de départ. On a une transaction financière, on voit Cléo payer la cartomancienne, et d'ailleurs, petite parenthèse, la transaction financière n'est pas éludée.
dans Cléo, mais également dans plusieurs films de la Nouvelle Vague, puisque comme on l'a vu, la Nouvelle Vague fait entrer la vie dans les films et les films dans la vie. Donc, le fait de payer quelque chose entre complètement dans la vie quotidienne des personnages. Les visages se font face, liés par un mouvement de caméra d'un regard à l'autre. On est assuré là que la liseuse ne dira plus rien à Cléo. On a ce fameux rituel sur les mains, une succession de plans de mains ouvrant et fermant des portes en un même plan, très important. Donc c'est un plan qui va lier à la fois la fin d'un monde et l'ouverture d'un autre monde. On a une ouverture de la porte par les mains sur la poignée ronde de Cléo pour sortir, la main de la cartomancienne sur cette même poignée pour refermer la porte, le visage de la cartomancienne seul, donc la caméra qui remonte sur son visage, seule face à ce qu'elle sait et ce qu'elle ne veut pas dire, la main de l'oracle qui ouvre par une autre poignée de porte une nouvelle pièce où se trouve un homme lisant un journal qui redresse la tête et à qui elle fait véritablement l'annonce de la maladie et de la mort de Cléo. Donc nous on le voit, Cléo ne le voit pas. Donc c'est véritablement là ce qui va même marquer toute l'intensité du film pour nous spectateurs, c'est-à-dire qu'on a l'annonce de la mort de Cléo dès le début du film. Le mot cancer est prononcé comme un coup près. Et enfin, la main sur la poignée referme la porte. Et c'est le dernier plan du prélude. Ces ouvertures et fermetures de portes sont donc hautement symboliques. On a donc une fermeture et simultanément une ouverture vers un autre monde. Donc quelque part, on peut imaginer vers une ouverture vers un autre possible, un autre champ, une autre aventure humaine, etc. Et un destin, celui de Cléo, qui semble être scellé là, à la fin de ce prélude. La fermeture de porte est aussi une fermeture de l'enjeu. Ça va donner le tempo à tout le reste du film. Pour reprendre en conclusion, la scène du prélude concentre tous les thèmes du film, l'esthétique et les enjeux. Le parcours physique de Cléo est vu ici en accéléré, tous les enjeux pour elle et les enjeux cinématographiques également. L'importance du son, l'omniprésence du temps par le tic-tac, du temps en tant que métronome, en tant que décompte vers le dénouement final. Le thème de la transparence, on en a parlé, le fait que les cartes soient tirées en temps réel. La présence du miroir, qui est là centrale. Le miroir crée une fausse perspective. C'est une figure véritablement de l'enfermement. Enfin, on a l'idée de la destinée, bien sûr, la destinée, les croyances, la superstition qui vont jalonner, en tout cas, toute la première partie du film. Donc, Cléo de 5 à 7, véritablement, le film qui démarre au chapitre 1, est une mise en vie, en mouvement, de tout ce qui s'est passé pendant le prélude, de tout ce qui a été dit pendant le prélude, qui est véritablement la réception d'une parole de l'oracle. On a, bien entendu, durant l'ensemble du film, le thème de la vie et de la mort, qui est déjà posé là à travers les cartes et les paroles de la cartomancienne. La croyance dans Cléo de 5 à 7 n'est jamais vraiment une croyance à proprement parler religieuse, c'est davantage, comme je le disais, une croyance païenne, proche de la mythologie et de l'astrologie, et la superstition va véritablement encadrer toute la première partie, notamment avec la présence d'Angèle. Voilà, donc on a là véritablement un prélude, puisque c'est antérieur au chapitre 1, qui se déroule en huis clos et qui va nous donner toute la teneur du film.